syllogisme que vous avez inventé qui est très, très amusant, hein, mais qui n'est lu de rien. Admiration et incompréhension ont marqué les rencontres entre la psychanalyse et le surréalisme. De Dada à l'international situationniste, en passant par le lettrisme, chacun de ces mouvements aura eu avec la psychanalyse une relation d'attirance mêlée d'ambiguïté largement réciproque. Le surréalisme, par ses audaces et malgré les échecs de ses ambitions révolutionnaires et ses revirements, influença si fortement son époque qu'il n'a pas fini d'imprégner la plupart des expressions littéraires, artistiques ou sociétales contemporaines. De son côté, malgré les farouches oppositions, la scandaleuse découverte de l'inconscient par Freud a su rebondir et traverser le siècle grâce à Lacan. C'est justement avec la psychanalyse lacanienne qu'un dialogue riche peut encore se poursuivre aujourd'hui en interrogeant ces thèmes qui furent la préoccupation centrale du surréalisme, les fondements du langage, les questions du sujet, du sens et l'hypothétique accès au réel. Alors, surréaliste la psychanalyse ? Au programme, Où est la femme avec Daniel Cassini et Colette Gedge. Le réel à l'œuvre ou le réel dans l'œuvre avec Christiane Lacôte d'Estriba et Georges Frossia. Surréalisme et psychanalyse, cherchez le rapport avec Olivier Lenoir, Jean-Pierre Rumen et Michel Jultin. Bon, reprenons. Pour Daniel Cassini, là où Michel Léris surnomme son ami Laure la sainte de l'abîme, Georges Bataille écrit dans l'Archangélique un poème dont on peut penser qu'il est un déchirant hommage posthume dédié à celle qui fut son intraitable compagne, Colette Peignot, dite Laure. Colette Gedge décline une femme qui, à l'image du mot surréaliste lui-même, apparaît tantôt perturbatrice, tantôt angélique, tantôt énigmatique, mais toujours porteuse d'une trouble ambiguïté. Et ce matin, en écoutant donc les diverses intervenantes, j'ai pensé à quelque chose concernant le titre de mon exposé, donc Laure, la sainte de l'abîme. J'ai pensé au grand mathématicien Cantor, Georges Cantor, mathématicien de génie psychotique. Tous les génies ne sont pas psychotiques, tous les psychotiques ne sont pas de génie, hélas, mais Cantor était un mathématicien génial, puisque c'est lui qui a inventé le premier nombre transfini. Donc la question, il a posé qu'il y avait un infini en acte qui se différenciait de l'infini potentiel. Et si je dis ça, c'est parce que lorsqu'on demandait à Cantor comment est-ce que vous figurez l'infini, on peut dire cet infini qu'il avait inventé, il disait je me le figure comme un abîme. Et donc on pourrait peut-être changer le titre, Laure, la sainte de l'infini. Par chance, et même si je me suis appliqué à vous donner l'impression du contraire, je n'ai presque rien compris à cette femme, à ce qu'elle voulait, ce que veut une femme. L'inverse, quelle outrecuidance n'aurait abouti qu'à médire de la vérité, à lui nuire là où, en toute amitié, seule la médisance se sera imposée. La rose de parole que nous tend Laure depuis son lit de mort est, dans toute son équivocité, sans pourquoi. Mais laissons plutôt à son grand ami, Michel Léris, le soin de conclure, lui qui surnomma fort à propos Colette Peignot, la sainte de l'abîme, le saint étant celui qui remplit une double fonction, se faire décher et créer le désir. De l'aube, de la nuit. L'aube du jardin, la nuit de la chambre, avec un sourire qui craque, une patience d'ange. Elle m'attend. Je le sais bien. Je te trouve dans l'étoile, je te trouve dans la mort. Tu es le gel de ma bouche, tu as l'odeur d'une morte. Tes seins s'ouvrent comme la bière et me rient de l'au-delà. Tes deux longues cuisses délirent,
ton ventre est nu comme un râle. Tu es belle comme la peur, tu es folle comme une morte. Et ce qui me semble très important, c'est que Lacan évoquera donc dans le Minotaure 1933, une revue surréaliste, évoquera ce cas pathologique, ce crime paranoïaque, alors que l'opinion publique entière s'était déchaînée contre ces meurtrières. Donc les surréalistes vont prendre la défense de ces femmes meurtries, emblématiques du mal, vous le voyez, sorties tout droit d'un chant de Maldoror, mais qui vont devenir la figure même de l'innocence blessée. Les surréalistes, en fait, leur toile en tout cas, vont manifester leur goût pour le refus qu'ils ont du conformisme bourgeois et surtout, deuxième temps, si vous voulez, après la femme qui cristallise la révolte dans tous ses états, j'ai essayé de le montrer rapidement, eh bien la femme, elle va être la médiatrice de la désacralisation des valeurs. Alors voici maintenant le tableau, une toile de Max Ernst qui s'appelle La Vierge Marie corrigeant l'enfant Jésus sous l'œil de 3 témoins. Eh bien, cette toile va faire grand bruit, elle va être interdite d'ailleurs par un archevêque qui va trouver qu'il y a ici un blasphème absolument épouvantable. Mais ce qu'il y a, surtout ce que donne à voir cette toile, bon, c'est d'abord évidemment de voir la Vierge Marie autrement que dans les peintures mariales, et puis cette Vierge Marie qui est une femme magnifique avec ses seins merveilleux, et puis ce petit Jésus aux fesses joufflues. Évidemment, c'était une façon là d'être blasphématoire non seulement pour la peinture mariale de l'époque, mais aussi, et l'art sacré évidemment, mais aussi pour la peinture qui est dans les musées, pour la peinture muséale en quelque sorte. Pour Christiane Lacote d'Estriba, Nadja ne fut pas seulement le récit célèbre d'une rencontre entre le poète André Breton et la jeune femme, qui se donna à elle-même l'énigme du nom de Nadja, ni celui d'un échec de cet amour qui la conduisit au désastre. Georges Frochia interroge le terme de surréel en se demandant s'il n'est pas une construction, un symptôme pour faire avec le réel, une bévue entre les mots, une réussite réussie. Il y a enfoui quelque part en nous un savoir sur un accomplissement qui aura été, dit Lacan. Accomplissement que révèlent les symptômes, les rêves, les retours du refoulé. Ces purs produits de notre inconscient disent tous les impossibles, tous les ratages. Les cauchemars de l'enfant, ainsi que les cauchemars et rêves d'adultes, ne disent-ils pas une vérité sur ce savoir à 2 têtes? Pourquoi les cauchemars diraient sitôt, dès que le langage est là, que nous pouvons étouffer, être ensevelis, poursuivis, brûlés, noyés, piqués, mordus? Ces cauchemars ne nous disent-ils pas qu'une tentative de faire avec, je l'écris depuis longtemps, R majuscule, avec, une tentative de faire avec ces anéantissements est toujours en train de se faire. À partir de cette proposition que Jacques Lacan donne du réel, voyons cette orientation que je propose et nomme surréel. Le surréel n'est pas la surréalité.
la réalité que l'on déforme selon notre créativité. Le surréel n'est pas l'interprétation de la réalité avec ses déformations décidées et cultivées. Le surréel, en amont, permettrait la surréalité qui se rencontre dans le grand spectacle de l'art, dans le grand spectacle des constructions extraordinaires des créateurs. Alors, page 11 de ce que j'avais écrit, je disais qu'il s'agit d'une mutation intime dans le rapport aux mots d'un poète qui, en quête d'une radicalité peu commune et solitaire, rencontre une femme, Nadja, qui en est précisément la proie impuissante. C'est-à-dire qu'il va rencontrer quelqu'un dont la fragilité le met en face d'une radicalité de la question du rapport d'un sujet aux mots. Mais pas seulement au signifiant, à aussi ce qui s'inscrit comme écriture de ce signifiant. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'analyste, mais aussi le poète, c'est le sens qui court son risque. Breton n'a pas précipité Nadja dans la psychose par la douleur d'un amour non partagé et l'abandon qu'elle a vécu, mais plutôt par le fait qu'il allait tellement radicalement, en lui faisant lire, par exemple, Poisson soluble, Alentour, enfin, bon, il allait tellement loin que ce qui s'est effondré chez Nadja, c'est le fragile échafaudage des significations de son monde. Nadja avait son monde et ça a été dévasté. Elle se débrouillait pas si mal finalement. Et ça a été dévasté par la radicalisation de la question du sens posée par Breton dans ce que Breton affirme sur l'image poétique. L'image poétique. Pour Jean-Pierre Rumen, Salvador Dali, maître de l'équivoque, illustre la contiguïté de l'artiste et du psychanalyste. Ses travaux, ainsi que ceux de Breton, Lebel et quelques autres, s'inscrivent dans une certaine continuité. Pourquoi la psychanalyse et le surréalisme ont-ils laissé si peu de place à la musique, se demande Michel Zontini. Pourtant, la musique fait partie de l'esprit surréaliste. Éric Satie, André Souris et bien d'autres ont manifesté leur désir d'émancipation des restrictions qu'impose l'écriture. On va voir donc que les trois domaines, psychanalyse, musique et surréalisme, vont s'attirer, se rejeter, s'assembler. Ce sera toujours en mouvement, en cadence rompue, brisée, imparfaite. Mais une autre surprise m'attend avec ce travail sur le surréalisme. Je suis stupéfaite du profond rejet d'André Breton pour la musique. D'ailleurs, c'est bien lors d'une œuvre d'Éric Satie, Parade, présentée au Théâtre du Châtelet en 1917, que Guillaume Apollinaire va parler de surréalisme. En 2 mots. C'est donc la première apparition du terme. Parade est un ballet. Il est bâti sur un argument de Jean Cocteau, avec des décors de Picasso. Ce sont les ballets russes de Serge Diaghilev qui interprètent la chorégraphie. Guillaume Apollinaire, en rédigeant le programme de ce spectacle, salue l'esprit nouveau de ce travail collectif. Pour Breton, la primauté de l'image, du visuel, de la représentation est évidente. Il a besoin de fixer des images, décrit l'immense pouvoir d'illusion qui découle de la représentation. L'image qui transporte donne accès aux rêves et aux représentations inconscientes. Breton, dans son rejet, son refus, sa haine de la musique, affirme son manque de sensibilité personnelle envers elle, en raison de son imprécision par rapport au pouvoir des images visuelles. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va changer. Il ne faut pas croire qu'il déteste de façon exclusive la musique, c'est faux. Malgré cette fermeture apparente du surréalisme et de la psychanalyse à la musique, il y a bien 2 formes musicales qui vont mettre tout le monde d'accord. Même s'il est imparfait, cet accord
va être passionnant. Ces deux formes sont la chanson réaliste et le jazz. Donc, Dali. C'est à l'instigation de leur ami commun Stefan Zweig que la rencontre entre Freud et Dali eut lieu. C'est depuis des années le désir de ce véritable génie que de vous rencontrer un jour. Il prétend qu'il n'est redevable à personne autant qu'à vous de son art. Vous voyez que l'éloge de Zweig et sa plaidoirie ne souffrent pas d'ambiguïté. La rencontre aura donc lieu le 19 juillet 1938 à Londres. Dali est accompagné de Zweig et du collectionneur Edward James qui apporte une toile qu'il possède du jeune Catin. Métamorphose de Narcisse. C'est donc ce tableau qui, du reste, on ne va pas en faire l'analyse ni le détail, mais qui, dans sa structure, montre quelque chose sur quoi nous aurons à revenir dans sa structure, c'est-à-dire de la duplicité de l'image double. C'est donc ce tableau que Freud a observé, pendant que Dali, de son côté, esquissait deux croquis de sa tête. L'artiste, lui, introduit directement des objets dans le réel. Ils en prennent le caractère énigmatique qui leur vaut tant de spectateurs et parfois des acheteurs. Le psychanalyste entend ces modes différents de scolpter avec ce réel et d'une certaine façon, il est légitime. Bien sûr que tout cela procède des mêmes mécanismes que le délire, dont des parties en seront validées pour un temps. C'est une telle validation qui permettait à Freud de dire qu'il avait réussi là où le paranoïaque échoue. Pour Olivier Lenoir, si l'actualité du surréalisme n'est plus à démontrer, parce que les créateurs d'aujourd'hui s'inspirent toujours et très largement de ce mouvement, ce sont sans doute les artistes qui anticipent là où va la psychanalyse et qui nous disent à leur façon cette impossibilité qui constitue le sujet et dont la psychanalyse s'occupe justement. C'est ce que Fabien Duprat, par des interventions intempestives, ponctuera tout au long de la journée. Oh, sois bête et dors. Mais, dernier des locataires. Alors, une question sur ce titre, surréaliste, la psychanalyse. On ne va pas forcément répondre ni par l'affirmative, ni par la négative. On ne va pas chercher une réponse aujourd'hui. Surréaliste. C'est le revolver à cheveux blancs ? Exactement, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. On doit écrire en une langue qui ne soit pas la langue materne. Les 4 points cardinaux sont 3. Le sur et le nord. Un poème c'est une chose qui sera. Un poème c'est une chose qui nunca est, mais qui devrait être. Pour Lacan, l'image est à appréhender dans sa dimension signifiante et non comme figure, selon la perspective surréaliste. La révolution politique et sociale, pensée, prônée par le surréalisme, sera en même temps le grand ratage du surréalisme. Le surréalisme n'a pas réussi à s'inscrire là-dedans. Mais ça a été cette grande tentative. Mais, puisqu'il est question de révolution, j'amène le surréalisme par cet aspect de la révolution, c'est dans les débuts du XXe siècle, il y a une autre révolution qui est en cours, justement révélée par ces affres de la guerre, révélée par la guerre. Il y avait des antécédents, mais la folie sous les discours, la folie des tranchées, le non-sens, le vide sous les mots, c'est Jacques Vacher et ses lettres extraordinaires qui a fasciné André Breton. C'est le langage absolument dynamité. Alors il y a des précédents, bien entendu, tout au long du XIXe siècle. Il y a en tout premier lieu Lautréamont, il y a bien sûr Jarry, il y a l'exploration du langage par Saussure, et puis, il y a Freud. Et l'écho en France de sa théorie qui était jugée révolutionnaire.
le surréalisme, qui porte un très vif intérêt à la folie et à la psychanalyse, méconnaît en même temps les idées de Freud. Le surréalisme les a interprétées. Cette méconnaissance n'en est pas moins radicale. Lacan, à demi-mot, va reconnaître la contribution du surréalisme à ses travaux, mais à son habitude et d'une manière assez réductrice. Disons que la poésie moderne et l'école surréaliste nous ont fait faire ici un grand pas, en démontrant que toute conjonction de deux signifiants serait équivalente pour constituer une métaphore. Si la condition du plus grand disparate des images signifiées n'était exigée pour la production de l'étincelle poétique, autrement dit, pour que la création métaphorique ait lieu. Monsieur, la guerre ne finira jamais. Vous le savez aussi bien que moi. Toutes les guerres. La guerre est finie. Il n'y en aura plus jamais. Tous les hommes sont partis. Il n'y en aura plus jamais. Il n'y a plus personne dedans Paris. Il n'y en aura plus jamais. Il n'y a plus Apollinaire. Il n'y a plus le père Voltaire. Il n'y a plus personne, je vous dis. Il y a Dada. Il y a Dada. Il y a Dada. Où ça, Dada? Il y a Marcel Duchamp. Où ça, Dada? Il y a Raymond Dessaigne. Il y a André Breton. Il y a Philippe Soupeau. Il y a Louis Aragon. Alors Dadaya? Il y avait Dadaya. Dada y aura.